Bonjour et bienvenue pour cette analyse approfondie. Bonjour. Alors aujourd'hui, on a un document source assez dense, culture web marketing direct digital. Notre but, c'est vraiment d'aller chercher l'essentiel. Oui. On va se concentrer sur deux outils vraiment clés pour parler directement aux prospects, aux clients. Le SMS et l'emailing, Mhm. avec sa forme plus relationnelle, la newsletter bien sûr. L'idée, c'est de voir comment on peut utiliser ça pour booster les conversions, développer une activité. Et de façon ciblée, mesurable, c'est ça d'important. Exactement. Donc on va décortiquer un peu tout ça, les stratégies, les types de messages, les bonnes pratiques. Sans oublier le côté légal, hyper important. Ah oui, crucial. Et puis comment on mesure si ça marche, évidemment. Voilà. Bon, on est parti pour plonger au cœur de la communication directe digitale. Allons-y, explorons ça en détail. C'est parti. On commence par le SMS. Allons-y. Ce qui frappe tout de suite, c'est son côté hyper immédiat, non? Presque instantané. Oui, c'est ça. C'est très direct. Ça arrive direct dans la poche, sur le téléphone. Mais il y a une grosse contrainte, le document le dit bien, hein, c'est court, 160 caractères max. Exact. Pas de mise en page, rien. Ça oblige à être hyper percutant. C'est pas un peu difficile, ça, d'être impactant en si peu de place? Si, c'est un défi, mais c'est aussi sa force, paradoxalement. Justement, ces 160 caractères, ça force à aller droit au but. Faut choisir ses mots, quoi. Voilà, pas de blabla inutile. Le message doit être compris en une seconde. D'ailleurs, les sources parlent de 5 grands types de campagnes SMS. Ça montre bien la variété des usages possibles, même avec ce format court. Ah oui, exactement. Lesquels? Il y a le SMS de bienvenue d'abord. Quand quelqu'un s'inscrit, hop, un petit message pour créer le lien. C'est pas mal pour démarrer. D'accord. Ensuite, le classique, le SMS promotionnel. Lui, il est là pour booster le trafic, annoncer une vente flash, action rapide. Le plus connu, sans doute. Oui. Puis tu as le SMS d'information. Là, c'est pas commercial. Genre prévenir d'une fermeture exceptionnelle, des nouveaux horaires, une modif de tarif. Pratique. Carrément. Après, il y a le SMS de reconquête. Ça, c'est pour essayer de ramener les clients qui sont un peu inactifs depuis un moment. Une petite piqûre de rappel. Exactement. Et enfin, le SMS d'avis client. Ça, on le voit de plus en plus pour demander un retour, améliorer les réputations. C'est vrai. 5 types, ça montre bien que c'est pas juste pour vendre le SMS. Ça accompagne la relation client, en fait. Tout à fait. Mais même avec ces différents buts, comment on pousse à l'action? Avec si peu de caractères, mettre un call to action efficace. C'est le nerf de la guerre. Le document insiste là-dessus. Le CTA même court, il est vital. Et comment on fait? L'astuce, c'est souvent le lien court, tu sais, les Bit2Ly et compagnie, ou ceux intégrés aux plateformes. Ah oui, pour économiser des caractères. Voilà. Et ça renvoie vers une page précise, un produit, un formulaire, et le verbe doit être clair, découvrez, profitez, réservez. Faut guider la personne. Sinon, ça reste juste une info. Exactement. Sans CTA clair, pas de conversion ou beaucoup moins. Le moment de l'envoi. On n'envoie pas ça n'importe quand, j'imagine. Ah non, surtout pas. Le timing, c'est crucial. Les sources le disent bien, on peut programmer les envois. Comme sur les réseaux sociaux. Oui. Et c'est pas juste pour être pratique, c'est stratégique. Faut choisir le bon moment, le bon jour, selon sa cible. Pour pas déranger et pour que ce soit lu. Précisément, faut penser au rythme de vie des gens. Et puis ça évite aussi de bombarder le fameux flooding. Personne n'aime recevoir 3 SMS coup sur coup. Non, c'est clair, ça agace vite. Donc un bon timing, ça respecte le destinataire et ça augmente l'efficacité. D'accord. Et pour faire tout ça, il faut des outils, des plateformes. Le document donne des exemples, des tarifs? Oui, il donne quelques pistes. Sans être exhaustif, hein, le marché bouge vite. On trouve des noms comme OVH Télécom, avec des tarifs qui démarrent assez bas au volume, genre 0,06 € par SMS, mais il faut en acheter un minimum. Ok. Il y a Primo Texto aussi, mentionné, avec un tarif de départ à 0,35 € SMS. Ça paraît plus cher, mais il faut voir les services inclus. Oui, ça dépend des options. Exactement. SMS Proxima est cité pour le SMS enrichi, avec images et textes illimités, à partir de 0,034 €. Et puis d'autres noms sont évoqués. Digitaleo, Dolmen, Sendinboo, qui est devenu Brevo, Spot It. Il y a du choix, quoi. Oui, il y a du choix. Ce qu'il faut retenir, c'est que les offres varient beaucoup. Les options gratuites, s'il y en a, sont souvent très limitées, juste pour tester, quoi. Donc, faut prévoir un budget. Oui, c'est un investissement. Mais avant même de parler budget, il y a un point hyper important, on l'a un peu effleuré, le côté légal. On fait pas ce qu'on veut avec les SMS commerciaux aussi. Ah non, absolument pas. Et là, les sources sont très claires et elles ont raison d'insister.
Ignorer les règles, c'est la porte ouverte au problème. Sanctions, mauvaise réputation. Tout ça. Le document liste les règles clés basées sur les recommandations officielles genre francenum.gov.fr. D'abord, les horaires et les jours. Oui, ça c'est connu. Pas de SMS commercial entre 20 h et 8 h du matin. Ni les dimanches, ni les jours fériés. C'est la base du respect. Logique. Ensuite, la fréquence. Faut être modéré. Harceler les gens, c'est contre-productif. Ça fait fuir et on finit classé comme spammer. Et le plus important, peut-être. Le SPUP SMS. Obligatoire. Il faut que les gens puissent se désabonner facilement, gratuitement. La mention « Stop au numéro » doit être claire. C'est une exigence du RGPD, entre autres. C'est non négociable, ça. Absolument. Respecter ces règles, c'est pas une contrainte, c'est la condition pour que ça marche sur la durée et pour garder la confiance. C'est très clair. Bon, on a bien cadré le SMS. Passons à l'autre pilier, l'emailing. Plus classique peut-être, mais tout aussi stratégique, non? Tout aussi, oui. Et le document distingue bien deux grandes familles d'emails. Ah oui. D'un côté, l'emailing dit promotionnel. Lui, son but, c'est la conversion. Trouver des prospects, les transformer en clients, vendre, via des offres, des nouveautés. C'est l'emailing vente, quoi. Ok. Et l'autre? L'autre, c'est l'emailing transactionnel. Celui-là, il accompagne le parcours client, c'est la confirmation de commande, le suivi de livraison, la réinitialisation du mot de passe. Ah oui, les emails qu'on reçoit après une action sur un site. Exactement. Même la relance de panier abandonné, ça rentre là-dedans. Ils sont souvent automatisés, moins vendeurs directs, mais hyper important pour l'expérience client, la confiance. Et la newsletter dans tout ça, on la met où? Souvent, on la mélange un peu avec l'emailing promo. C'est vrai, la confusion est fréquente. Mais le document insiste sur une distinction stratégique clé. Laquelle? L'emailing, qu'il soit promo ou transactionnel, il vise souvent une action immédiate ou il répond à une action récente. C'est ponctuel, lié à un événement. L'horizon est court. D'accord. La newsletter, elle joue sur le long terme. C'est l'engagement durable qui est visé. Son but premier, c'est pas la vente immédiate, même si elle peut y aider. C'est quoi alors un marathon? C'est construire une relation. Elle est envoyée régulièrement, elle apporte de la valeur, des infos, des conseils, des actus, du contenu exclusif. Pour garder le contact, montrer son expertise. Voilà. Positionner la marque, fidéliser une audience. Si l'emailing est un sprint, la newsletter, c'est un marathon. Pas mal comme image. J'aime bien. La newsletter, c'est un marathon. Donc c'est là qu'on tisse vraiment du lien. C'est quoi les avantages concrets de ce marathon, d'après les sources? Ils sont nombreux. Déjà, on l'a dit, contact régulier et choisi. La personne s'est abonnée, elle attend un peu ce rendez-vous. C'est moins intrusif que le SMS en principe. Oui, il y a un consentement. Ensuite, c'est un super outil pour montrer son expertise. Partager du contenu de qualité, ça positionne en référence. Ça renforce la crédibilité. Exactement. Troisième point, ça crée et anime une communauté engagée. Les abonnés sont souvent plus qualifiés qu'un simple visiteur. Du coup, ça amène du trafic qualifié sur le site ou le blog. Et enfin, c'est bon pour acquérir de nouveaux prospects quand on propose l'inscription et pour fidéliser les clients existants. On les garde informés, connectés. C'est un vrai actif qui se construit dans le temps. C'est clair. Mais bon, faire une newsletter qui marche, qui engage vraiment, ça doit pas être si simple. Quelles sont les étapes clés recommandées? Non, ça demande de la méthode, c'est sûr. Les sources décomposent ça en plusieurs étapes logiques. Étape 1, définir l'objectif. C'est la base. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette newsletter? Exactement. Vendre plus, fidéliser, informer, gagner en notoriété. Cet objectif va tout guider après. Le contenu, les indicateurs. Ok, logique. Étape 2? Étape 2, le ciblage et la personnalisation. Une newsletter, c'est pas un tract envoyé à tout le monde pareil. Faut savoir à qui on parle. Adapter le ton, le style? Oui, le document insiste, le même message pour tous, ça marche rarement. Il faut segmenter sa liste. Selon les intérêts, l'historique d'achat, pour envoyer du contenu plus pertinent. Et la personnalisation, c'est juste mettre le prénom? C'est un début, mais ça va plus loin. Idéalement, c'est adapter le contenu aux attentes de chaque groupe. D'accord. Troisième étape? Étape 3. Choisir le bon sujet. Faut pas que ça se devienne juste un catalogue ou un fourre-tout. Il faut un fil rouge, de la valeur ajoutée. Des idées de sujets? Ça peut être le lancement d'un produit, des conseils pratiques, une FAQ, les meilleurs articles du blog du mois, une étude de cas, des événements, des offres exclusives. L'important, c'est la pertinence et la régularité. Ok. Ensuite, il y a le look, j'imagine. L'étape 4. Exactement. Étape 4. Soigner le design. C'est crucial. Un design moche ou amateur, ça peut tout gâcher. Pourquoi c'est si important? Parce qu'un bon design, ça attire l'œil,
ça facilite la lecture et ça renforce l'image de marque. Faut être cohérent avec sa charte graphique. Logo, couleur, police. Et la structure? Clair, aéré, avec des titres, des sous-titres, des paragraphes courts, des belles images. Faut que ça respire. Et surtout, pensez mobile. Beaucoup lisent leurs emails sur smartphone. Très juste. Et la dernière étape? Étape 5. Étape 5, les éléments indispensables. Au-delà du contenu et du design, il y a des trucs obligatoires ou essentiels. Comme? Des call to action clairs pour guider l'action. Lire plus, découvrir, s'inscrire. Le logo pour qu'on sache qui parle. Un footer, un pied de page complet avec les infos légales. Adresse, etc. Oui. Et surtout, le lien de désabonnement. Facile à trouver, fonctionnel. C'est obligatoire avec le RGPD. L'oublier, c'est la cata assurée. Ok, processus complet. Le document dessine même un portrait de la newsletter parfaite. C'est quoi ses qualités? Oui, il essaie de résumer. Alors, la newsletter idéale, elle serait d'abord personnalisée, vraiment adaptée à l'abonné. Ensuite, conforme RGPD à 100%, consentement clair au départ, opt-in, et désabonnement facile. La base. Elles arriveraient à éviter les filtres anti-spam. Ça veut dire une base de données propre, pas de mots suspects utilisés à outrance comme gratuit, urgent, prix. Faut être malin. Oui. Son timing d'envoi serait optimisé, programmé avant 22 heures et surtout testé pour trouver le meilleur créneau pour sa cible. Et enfin, elle aurait un objet accrocheur, mais honnête, qui donne envie d'ouvrir sans mentir. Et pour gérer tout ça, des outils? Oui, des plateformes comme Sarbacane, Mailchimp, Mailjet, Brevo, l'ancien Sendinblue, sont mentionnées. Elles aident à créer, envoyer et surtout analyser. Justement, l'analyse. Envoyer, c'est bien, mais savoir si ça marche. Comment on mesure le succès? C'est quoi les KPIs importants? C'est la dernière pièce du puzzle, mais elle est essentielle pour s'améliorer. Les sources pointent 4 KPIs principaux. D'abord, le taux d'ouverture. Combien de personnes ouvrent l'email? Voilà, en pourcentage des emails bien arrivés, ça dit si l'objet et l'expéditeur donnent confiance. Ensuite, le taux de clic. Combien cliquent sur un lien dedans? C'est ça, parmi ceux qui ont ouvert. Ça mesure l'engagement réel avec le contenu, l'efficacité des CTA. Puis, le taux de désinscription. Ceux qui en ont marre et partent. Exactement. Si ce taux grimpe, il y a un souci. Contenu pas pertinent, trop fréquent, trop commercial. Et enfin, le taux de rebond. Les emails qui n'arrivent pas. Oui, soit l'adresse est fausse, hard bounce, soit il y a un problème temporaire, genre boîte pleine, soft bounce. Suivre ces 4-là, ça donne un bon diagnostic. Genre, bon taux d'ouverture, mais peu de clics. Ça veut dire objet OK, mais contenu décevant ou CTA pas clair. Si le taux de rebond est haut, faut nettoyer sa liste d'adresses. C'est en analysant ça qu'on progresse. Ça se tient.